Aujourd'hui est potentiellement la vidéo actualité la plus importante de l'année. Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Et c'est toujours pareil, lorsque je pars en vacances, c'est là qu'il y a les plus grosses actualités qui ont lieu. Et c'est le cas cette semaine. De grosses, voire très grosses actualités que je vais décrypter aujourd'hui avec vous parce que vous avez sûrement plein de préjugés sur l'actualité de cette semaine. Vous avez sûrement plein de choses qui vous semblent bizarres, étranges et je suis là pour l'expliquer. Comme d'habitude, il y aura dans le commentaire épinglé et la description la liste des actualités, mais je vous incite toujours à regarder toutes les actualités parce que ça peut vraiment enrichir votre culture. Mais l'objectif est aussi de vous donner mon avis sur l'actualité et pas juste vous faire le listing. Donc j'ai envie qu'on ait un débat entre nous et j'ai envie qu'on en discute dans les commentaires. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais tout de même remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, les catalogues streaming sont vraiment différents d'un pays à l'autre. Des excellents films comme Avatar 2 ne sont pas encore disponibles, il faudra attendre un long moment, mais des pays comme la Belgique, la Suisse ou Canada ont déjà le film en VOSTFR et même VF pour ceux que ça intéresse. Des séries comme The Bear sont déjà disponibles dans plein de pays du monde, sauf chez nous malheureusement. Il faudra attendre un long moment avant que ça arrive. Avec un VPN, vous pouvez y avoir accès sans problème. En plus de ça, vous pouvez avoir accès à plein de compétitions sportives comme des compétitions automobiles. Et si vous conseillez beaucoup de YouTube, vous avez accès à YouTube Premium pour beaucoup moins cher si vous le prenez d'un pays comme l'Argentine ou l'Inde. Vous serez un plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Commençons évidemment avec la grosse nouvelle. Vous le savez, depuis quelques mois a lieu la grève des scénaristes. J'en ai déjà parlé en vidéo actualité, j'ai expliqué les causes, les conséquences et les revendications des scénaristes. Pour faire très simple, lorsqu'une série a un budget de 25 millions, il arrive que des scénaristes soient payés juste 1000 $. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais beaucoup de studios et surtout en particulier un exécutif hollywoodien a dit récemment qu'ils ne comptent pas négocier avec les scénaristes et ils attendent qu'ils ne peuvent plus payer leurs appartements ou leurs maisons. Donc en gros ils ont dit les scénaristes seront obligés de revenir travailler sinon ils vont mourir de faim. Évidemment ça a causé des réactions assez folles tellement que Ron Perlman a directement menacé cet exécutif de brûler sa maison, mais ça a fait réagir beaucoup de monde et ça a énervé beaucoup de monde. Donc évidemment c'est très grave la grève des scénaristes, il n'y a aucun scénario qui est écrit en ce moment et même les films et séries en tournage n'ont pas le droit de faire des modifications de scénario, ce qui est vraiment très grave. Mais là s'ajoute un autre problème à Hollywood et tant mieux pour leur gueule j'ai envie de vous dire, c'est la grève des acteurs. En effet, les acteurs ont décidé aussi de faire grève récemment. Il faut savoir que les syndicats des acteurs et des scénaristes sont parmi les plus puissants des États-Unis. Et vous vous dites, non mais attendez, la grève des acteurs, c'est quoi cette blague? Comment c'est possible que des acteurs millionnaires osent faire grève? Comme pour les scénaristes, il faut savoir que la majorité des acteurs, la très grande majorité, 99% des acteurs, ne sont pas des millionnaires, loin de là. Pour vous donner une estimation, le syndicat des acteurs qui vraiment comporte tous les acteurs que vous voulez d'Hollywood contient 160 000 membres. Aux alentours de 90%, un peu moins de ces membres ne gagnent pas plus de 26 000 $ par an. 26 000 $ par an à Hollywood, c'est moins que le SMIC américain. Donc la très grande majorité des acteurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, voire beaucoup moins que le SMIC américain. Pourquoi? Parce que ce sont les têtes d'affiche, que ce soit de séries. Alors oui, les acteurs principaux de séries gagnent bien leur vie. Les acteurs de films gagnent bien leur vie, surtout les acteurs principaux de films, encore une fois, qui peuvent gagner même des millions. Mais les acteurs secondaires de films, alors en général ça va, mais de séries, alors là c'est les abysses. La majorité des acteurs secondaires de séries sont très mal payés. La majorité des acteurs ont deux métiers à la fois. Et oui, en effet, il y en a qui jouent dans des séries extrêmement populaires. Il y a des rôles secondaires. Il y avait un exemple, je sais plus c'est quel acteur exactement, mais un acteur qui joue dans Sabrina, qui disait sur TikTok qu'il a gagné 7500 $ pour 2 semaines de travail. Et il a joué dans 7 épisodes. Vous vous dites, ouais, mais c'est trop bien, 7500 $ pour 2 semaines de taf. Tu bosses tout le mois, ça fait 15 000 $, c'est génial. Sauf que non, ils bossent pas tout le mois. Ils bossent rarement d'ailleurs, parce que c'est des acteurs qui cherchent du travail constamment. Donc ils sont dans une situation extrêmement précaire, tant bien même qu'ils jouent dans des séries extrêmement populaires. Donc il y a plusieurs revendications. La première, c'est évidemment le salaire. Et ça concerne évidemment majoritairement les acteurs qui sont pas millionnaires, comme on en discute. Même si tous ces acteurs-là soutiennent aussi le syndicat, ça concerne évidemment les petits acteurs entre guillemets, les rôles secondaires sur toute série, mais même de films. Les rôles tertiaires de films aussi gagnent pas très bien. Ça concerne aussi les extras, les fameux figurants, et ça concerne vraiment tout le monde sauf ces millionnaires qui eux gagnent bien. Donc quelles sont les demandes? Ils veulent que l'IA soit contrôlée. Pourquoi? C'est qu'il y a beaucoup de studios qui ont récemment proposé à des acteurs de venir bosser pendant une journée. En échange de 200 $ pour une journée de travail, ils vont être scannés intégralement et leur visage et leur corps pourra être utilisé pour l'éternité dans des films et des séries via l'intelligence artificielle. On est clairement dans un épisode de Black Mirror, vous l'avez compris, mais en plus de ça, beaucoup des acteurs qui l'ont fait déjà n'étaient pas au courant. Et c'est déjà en place, il y a déjà des acteurs qui apparaissent dans des films et des séries alors qu'ils sont pas là physiquement. Ils ont été ajoutés avec une IA. Ils ont été payés 200 $, ils ne vont jamais toucher de droits d'auteur ou d'indemnité dessus et c'est pour toujours. Et beaucoup de ces acteurs n'étaient pas au courant.
courant. Et beaucoup l'ont accepté parce qu'ils ont besoin de 200 $ pour vivre. Et beaucoup d'acteurs n'ont pas toujours de manager, d'avocat pour vérifier tous ces contrats et parfois ils sont juste pas au courant. Donc ils veulent que l'IA soit évidemment contrôlée, premièrement. Ensuite, beaucoup des acteurs à l'époque gagnaient pas mal d'argent, voire beaucoup d'argent avec un seul rôle. C'est-à-dire que lorsque vous jouiez dans une série à l'époque, à la télé, vous pourriez jouer une seule fois dans une série et gagner à vie de l'argent avec des droits d'auteur, des indemnités, ce qu'on appelle ça des residuals en anglais. Donc tu jouais, imagine, dans The Office, t'as qu'un seul bon rôle, mais The Office ça cartonne de fou. Donc à chaque fois que ton personnage apparaît à l'écran, diffusé n'importe où dans le monde, tu gagnais un peu d'argent. C'est des fameux droits d'auteur et c'était plutôt bien payé. Sauf que maintenant avec les plateformes de streaming, les droits d'auteur n'existent quasiment plus. Des actrices comme Kimiko Glenn qui ont joué dans 44 épisodes d'Orange is the New Black, soyons honnêtes, Orange is the New Black c'est la série qui a fait percer Netflix. Elle a joué dans 44 épisodes et elle n'a touché que 27 $ de droits d'auteur sur tous ces épisodes. Pourquoi? Car les plateformes ne révèlent pas les vrais chiffres de diffusion, d'audience de leur contenu. Et elles ne souhaitent pas le faire. Parce que si elles commencent à dire que X personnes ont regardé la série, ça pourrait montrer à plein d'acteurs qui ne sont pas assez bien payés. Et Kimiko Glenn a gagné 27 $ de droits d'auteur pour Orange is the New Black, alors que c'est l'une des séries de Netflix qui a le plus cartonné de l'histoire et qui a rendu Netflix populaire. Pour vous dire. Et elle-même, lorsqu'elle faisait Orange is the New Black, avait un autre travail à côté. Alors qu'encore une fois, voilà la série quoi. Donc les acteurs demandent un retour des droits d'auteur parce que sinon c'est tout simplement pas vivable. Ensuite, ils demandent une augmentation de 2% en moyenne des revenus par rapport à ce que rapportent les plateformes de streaming. Le problème avec le streaming, et c'est pour ça que les acteurs font grève, c'est qu'il n'y a plus d'audience, il n'y a plus le même système financier avec des pubs à la télé par exemple ou des forfaits. Là, on est dans un système où les plateformes dirigent tout, elles partagent les chiffres qu'elles veulent et payent les acteurs comme elles veulent. Mais il n'y a plus de droits d'auteur et surtout les acteurs sont pas assez bien payés. Donc ils demandent au minimum une augmentation de 2%, mais ça va jusqu'à 50% pour les figurants qui parfois sont payés juste quelques dizaines de dollars pour une journée de travail, voire beaucoup moins. Parfois ils sont juste payés en sandwich ou des choses comme ça. Donc ils demandent à la plateforme de streaming d'augmenter en moyenne de 2% par rapport aux revenus des plateformes. Ce qui est rien du tout. Ça les ferait même pas passer, d'après beaucoup d'estimations, au-dessus du SMIC légal de la Californie. Et dernièrement, ils aimeraient bien un retour des auditions en vrai, en personne, parce que depuis le Covid, ce qu'ils font, beaucoup de studios, c'est qu'ils demandent des vidéos déjà filmées et les acteurs les envoient et puis basta. Alors qu'à l'époque, il fallait venir en physique et passer des vraies auditions, ce qui rendait la chose plus simple. Là, c'est juste des vidéos qu'ils reçoivent et ça ne marche pas. Donc, ils ont beaucoup moins d'opportunités. Évidemment, les plateformes ne veulent rien de tout ça. Elles ont refusé d'ailleurs de donner quoi que ce soit aux acteurs pour l'instant et elles refusent de négocier parce qu'elles ne veulent tout simplement pas partager leurs données. Ça serait les mettre à mal vis-à-vis de la concurrence et ça révélerait au monde entier à quel point ils payent mal tout le monde vu le succès de leur série. Sean Gunn a récemment fait le point qui était assez intéressant, c'est que les patrons de l'entreprise à l'époque gagnaient 30 fois le salaire des acteurs, voire des scénaristes. Maintenant, c'est 400 fois leur salaire. Et d'ailleurs, le salaire des CEO, donc des gros PDG, a augmenté de 54% ces 5 dernières années. Le salaire des scénaristes a baissé de 14%. Le salaire des acteurs n'a pas augmenté en 5 ans. Spielberg l'avait d'ailleurs prédit. Il avait dit il y a 10 ans qu'il y aura un été où il y aura plein de films à gros budget qui vont flop et que ça va remettre en question tout Hollywood. On y est, voilà, 2023, c'est ça. Nolan a dit qu'il ne travaillera pas tant que les acteurs et les scénaristes ne seront plus en grève. Il refuse de bosser dans un écosystème comme ça. Bob Iger, qui gagne 25 millions par an et s'est vu octroyer un bonus de x5 pour la prolongation de son contrat chez Disney en tant que PDG, dit que les réactions des scénaristes et des acteurs sont irréalistes et qu'il ne devrait pas compliquer la tâche des studios. Tout ça pendant que lui a gagné aux alentours de 200 millions de dollars ces 5 dernières années, en sachant que 2 ans, il n'a même pas travaillé chez Disney. Évidemment, Bob Iger, tout le monde le déteste. C'est indécent de faire ce genre de commentaires lorsqu'évidemment toute ton industrie souffre et toi t'empoches des dizaines, voire des centaines de millions en quelques années. Il accuse clairement les scénaristes et les acteurs pour les problèmes de ces studios. Ça veut dire qu'il y a plein de films qui ont raté leur tournage alors qu'ils venaient de le commencer. Deadpool 3, Beetlejuice 2, Gladiator 2, Juror 2, le dernier film de Clint Eastwood, Lilo et Stitch, Mission Impossible Dead Reckoning partie 2, Sandman saison 2, Venom, bref, les acteurs n'ont pas le droit de travailler, sauf quelques productions comme par exemple House of the Dragon, où les acteurs sont plutôt liés à des contrats britanniques, et si les acteurs décident de faire grève, ils auront le droit à des poursuites judiciaires. Donc ils ne peuvent même pas montrer leur solidarité. Et d'ailleurs, il faut comprendre aussi que les acteurs ne peuvent plus faire la promotion des films. Donc il y aura plus d'interviews, plus de tapis rouge, c'est terminé. Les acteurs n'ont plus le droit de faire de promos, de jouer dans des films et des séries. C'est la pause à Hollywood pendant un moment. Ça va être quoi les conséquences de ça? Les conséquences seront graves, soyons honnêtes. Hollywood va devoir vraiment changer les choses, sinon il y aura plus de films, plus de séries qui vont être faites et ça va énormément ralentir tout le processus. Donc tous les films, toutes les séries que vous attendiez, prévoyez d'énormes retards si la situation n'est pas rapidement réglée. Donc évidemment, encore une fois, on soutient les scénaristes et les acteurs qui méritent une meilleure vie. Ce sont des gens qui nous font rêver, ce sont des gens qui sont culturellement hyper impactants, ils méritent de vivre convenablement. On ne demande pas à tous qu'ils soient millionnaires, mais qu'ils puissent vivre juste d'un seul travail. C'est un peu la moindre des choses. Concernant Emmy Awards, pour ceux qui ne savent pas, les Emmy Awards, ce sont les Oscars entre guillemets des séries télé. Je vais juste aborder quelques points rapidement. Vous avez mon avis sur toutes les nominations sur mon Twitter si ça vous intéresse. Évidemment, la plateforme qui a le plus de nominations, c'est HBO
HBO avec plus d'une centaine. Je vous mets évidemment ici les statistiques, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Comme chaque année, c'est HBO qui domine. Et il faut savoir d'ailleurs que cette année-là, HBO a moins de nominations que l'année dernière. En termes de séries, je vous mets aussi à l'écran les séries qui ont été le plus nommées. Évidemment, c'est Succession et d'ailleurs HBO qui domine. Succession qui va probablement tout gagner sur son passage. Je ne vois pas comment Succession peut perdre à beaucoup de récompenses et c'est tout à fait mérité. C'est la meilleure série de l'année de loin. Je vous mets aussi les nominations pour les meilleures séries dramatiques. Rien d'étonnant et surprenant dans la liste. De même pour les meilleures séries comédies. Je suis assez content des nominations dans les deux cas. Obi-Wan Kenobi nommé en meilleure mini-série, ça doit juste qu'ils avaient pas quoi nommer parce que franchement c'est honteux. Prey nommé en tant que meilleur téléfilm. Je sais pas vraiment comment ils décident ce qu'est un meilleur téléfilm ou un téléfilm de manière générale, mais je suis content pour Prey parce que c'était vraiment un bon moment. House of Dragon a été relativement snobé, surtout dans la catégorie acteurs. House of Dragon, je crois, n'a aucune nomination en termes d'acteurs, ce qui est assez honteux parce que c'était parmi les meilleures performances de l'année dernière. Et c'est un peu un problème, c'est que j'adore HBO, j'adore leurs séries, d'accord, mais par exemple la catégorie meilleur acteur dans un second rôle dramatique, il y a 4 acteurs de Succession et 4 acteurs de White Lotus. J'adore ces séries, hein, mais il y a un moment, laissez de la place pour d'autres séries. Il y avait de la place pour mettre Paddy Considine qui a été snobé, il y avait de la place pour mettre Harrison Ford, ça c'est dans la catégorie comédie, d'accord, mais il a été snobé en comédie, et il y avait la place pour mettre un Anthony Starr. J'adore HBO et je pense que c'est les meilleurs acteurs, ok, mais est-il possible de laisser au moins une place pour d'autres séries? Je veux bien que Succession batte un record historique, c'est-à-dire que 3 acteurs de la même série sont nommés en rôle principal dans une série dramatique, parce qu'ils le méritent tous, d'accord, mais quand t'as 4 acteurs d'une série et de l'autre, je suis désolé, mais il y a un moment, c'est un peu abusé. Même si encore une fois la qualité est présente, il y avait d'autres acteurs qui méritaient au moins une nomination. Et est-ce qu'on devrait pas mettre une limite à 3 par série? Parce que quand même, ça va plus quoi. C'est too much. Mais c'est la première fois de l'histoire qu'une série adaptée d'un jeu vidéo, ou d'ailleurs même qu'un film adapté d'un jeu vidéo, est en considération pour des récompenses majeures. C'est vraiment les Oscars des séries télé. Et The Last of Us a 24 nominations, ce qui n'est pas rien du tout. Et c'est souvent des nominations, je dirais, quasiment toutes méritées. Bella Ramsey est nommée, génial. Et Pedro Pascal a eu le droit à 3 nominations. Une dans The Last of Us, une dans Saturday Night Live et une dans un documentaire où il fait le narrateur. Bill Hader a eu le droit à 3 nominations, meilleur acteur, meilleur scénario, meilleure mise en scène. Je suis grave content pour lui, il le mérite. Allez voir Barry, c'est une excellente série. Et Better Call Saul est rentré dans l'histoire avec 53 nominations depuis sa création et depuis sa diffusion, avec 0 victoire. 53 nominations, 0 victoire. Et oui, c'est difficile à avaler, soyons honnêtes. Il reste une seule chance à Better Call Saul cette année, c'est Rhea Seehorn, qui est bien parti pour gagner, même si ça sera compliqué. Bob Odenkirk, lui, est nommé, mais malheureusement, vu la catégorie sûrement la plus compétitive de l'histoire de la récompense, ça va être compliqué. Mais j'aimerais bien que Better Call Saul reparte au moins avec une victoire, au moins symbolique, parce que la série le mérite. Et il faut savoir que le film Borderlands, qui a été tourné puis reshooté, a plein de problèmes. Il sortira peut-être jamais, il n'y a toujours pas de date de sortie d'ailleurs. Et Craig Mazin a travaillé sur le scénario et il veut s'en écarter. Il a dit qu'il ne veut pas que son nom soit affilié à cette œuvre. Ça annonce un énorme bordel pour le film. Un point box-office avec Élémentaire qui avait le pire début de l'histoire de Pixar, qui au final est à 311 millions de dollars au box-office international. Le budget de 200 millions, ça veut dire que pour l'instant ça reste un flop. Je dirais que le film doit au moins atteindre les 500-600 millions pour être plus ou moins rentable. Indiana Jones, 300 millions au box-office international pour 300 millions de budget. C'est un gros flop, soyons honnêtes. Et le film se tasse et n'ira pas beaucoup plus loin. Déjà, s'il atteint les 400 millions, ce sera un miracle. Là où Élémentaire, pour le coup, avance plutôt bien et risque de bien marcher durant tout l'été. Là où Insidious 5 est déjà à 116 millions au box-office international pour un budget de 16 millions. Ça, c'est un succès assez simple. Je suis pas à jour sur la saga, je suis pas allé le voir. Mais encore une fois, le pouvoir des films d'horreur. Beaucoup de personnes sont énervées sur les réseaux sociaux. Beaucoup d'homophobes, soyons honnêtes, parce que Tom Holland a le droit à une scène LGBT dans la série de Crowded Room, dont je ferai la critique la semaine prochaine. Beaucoup disent que c'est pas un comportement digne de Spider-Man, comme si Tom Holland était Spider-Man dans la vraie vie. Vous savez ce que j'en pense, les homophobes sont bêtes, débiles. Et ce que je trouve drôle, c'est qu'ils ont toujours cette critique qu'ils font aux acteurs, qui sont coincés dans le même rôle, en mode il sait faire qu'un rôle dans sa vie. Et lorsqu'un acteur sort de sa zone de confort et fait un autre rôle, il trouve toujours des manières de le critiquer. Évidemment, dans cette histoire, on soutient Tom Holland et on ne soutiendra jamais les homophobes. Surtout que tous les Spider-Man ont eu le droit à des scènes LGBT dans d'autres films ou séries. Concernant les bandes annonces, Ahsoka me fait un petit peu peur, soyons honnêtes. Je trouve que visuellement, on n'y est pas encore, mais on en parlera sans problème. The Creator, ça a l'air pas mal du tout. Un budget de 86 millions pour un film qui sort le 27 septembre au cinéma. J'ai peur que le film flop, mais on ira le voir parce que j'aime le réalisateur et visuellement, ça a l'air pas mal du tout. Et surtout qu'ils ont utilisé une caméra extrêmement accessible entre guillemets qui a coûté que 5000 $, et c'est une première pour un film, en tout cas à ce budget-là. The Witcher saison 3 partie 2, j'en parlerai la semaine prochaine. Vraiment, là, j'ai même plus envie de parler de la bande-annonce parce que ça me donne plus du tout envie de parler de cette série. Et Wonka, je suis désolé, ça a l'air bien. C'est le réalisateur de Paddington, d'excellents films, et le film a l'air vraiment bien. Soyons honnêtes, je pense que ça va être vraiment fun et assumé et qu'on va s'éclater. De l'autre côté, on a appris que Secret Invasion avait un budget de 212 millions de dollars. Incompréhensible. Je ne comprends pas où est parti l'argent. Quand tu vois qu'ils ont dépensé 225 sur She-Hulk, tu poses plus de questions chez Disney. Tu m'étonnes que c'est la crise chez Disney quand ils dépensent autant d'argent pour des conneries. Je dis pas que la série est mauvaise, je dis juste qu'on voit pas l'argent, c'est surtout ça. Mais du coup, ils ont annoncé qu'ils vont faire moins de Marvel et Bob Iger, du coup le PDG, a dit
dit qu'ils avaient un peu dilué l'attention en sortant autant de contenu. Sans déconner quoi. Je pense pas que c'est un problème d'attention ou de contenu, qu'il y en ait trop ou pas assez, c'est la qualité. Si le contenu était qualitatif, qu'il y en ait trop n'aurait jamais été un problème. Première affiche aussi pour Percy Jackson, trop cool, je trouve comme affiche. Ça donne envie de s'intéresser à l'univers. C'est une belle affiche, simple, efficace. Affiche certes teaser, mais elle fait le taf. Le live action Super Nana de la Warner a été annulé. Personne n'avait envie de voir ça. Denis Villeneuve et Jake Gyllenhaal vont se retrouver pour une troisième fois, si je dis pas de bêtises, cette fois-ci en série télé avec The Son sur HBO qui commencera normalement son tournage cet automne. C'est une info qui a eu lieu avant la grève des scénaristes, donc on verra s'il commence vraiment son tournage à ce moment. En termes de jeux vidéo, un jeu vidéo Electronic Arts d'action d'aventure sur Black Panther est prévu. Electronic Arts me fait peur, mais voyons ce que ça va donner parce que parfois ils font de bonnes expériences solo. Et l'achat de Microsoft est évidemment officiel. Et PlayStation ont signé avec Microsoft un deal pour 10 ans de Call of Duty sur la Play. Et évidemment, j'imagine que Call of Duty arrivera sur le Game Pass très rapidement. Et je trouve que c'est sympa d'avoir ce deal sur 10 ans parce que Microsoft aurait très bien pu enlever Call of Duty de leur plateforme. Et entre temps, je pense que Sony va essayer de trouver un remplaçant à Call of Duty. Mais ça va être compliqué. N'oubliez pas, hein, c'est parmi les jeux qui se vendent les mieux chaque année. Donc les avoir sur le Game Pass, c'est cool, surtout que plein de gens vont pouvoir découvrir cette saga. Même moi, je suis limite tenté de me refaire quelques jeux solo sympas de l'époque, par nostalgie. Et d'autres pourront toujours s'éclater en multijoueur pour un prix raisonnable. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et avant de quitter la vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.